Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Avec le développement des réseaux sociaux, la parole s'est libérée, les débats d'opinion se multiplient. Comment les analyser? Sont-ils le reflet de la pensée majoritaire? Nous l'évoquerons ce soir avec le docteur en sciences politiques, Guillaume Grignard. Puis nous nous rendrons à Florence. Une équipe de Monaco Info a suivi le MEB lors de sa mission économique en Italie. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a présenté aujourd'hui le programme de la saison 2021-2022. Nous en parlerons avec la violoniste Zhang Zhang. Culture toujours avec le retour des ballets de Monte-Carlo sur scène. Nous avons assisté à la première représentation des créations de Mimosa Koike et Julien Guérin. Et puis nous vous emmènerons ce soir dans les coulisses des préparatifs du concert de la Croix-Rouge monégasque sur la place du Casino. Lundi soir, le président français Emmanuel Macron a annoncé notamment l'extension du pass sanitaire à de nombreuses activités. À partir du 21 juillet en France, un certificat de vaccination vous sera demandé dans les musées, les parcs d'attractions, puis dans les restaurants, les trains, les avions à partir du mois d'août. Le gouvernement français multiplie les ajustements depuis ces annonces. Et vous, qu'en pensez-vous? Nous sommes allés à votre rencontre pour le savoir. Je suis pas pour du tout, je pense qu'on devrait avoir quand même le choix de pouvoir aller où on veut sans forcément avoir un vaccin qu'on connaît pas très bien. Je suis plutôt pour parce que je pense qu'il faut se protéger et que il faut que tout le monde se vaccine. Moi je suis complètement contre. Je trouve qu'on n'a plus de liberté, on est censé être dans un pays en démocratie, au final on se retrouve dans une dictature, donc c'est n'importe quoi je trouve que... Et moi je me ferai pas vacciner. La solution c'est peut-être se faire vacciner, après je sais pas non plus. Un vaccin, c'est un peu comme la grippe, c'est valable 1 an. On fait quoi dans les prochaines? On se revaccine? Je pense que c'est plutôt une bonne chose. Si on peut sortir de cette crise, c'est bien. J'ai pas vraiment un vrai avis parce que c'est vrai que c'est utile pour avancer pour la crise, mais après, est-ce qu'il doit être obligatoire vraiment? Je sais pas. Cette vaccination obligatoire vous fait donc réagir. Elle a également agité les réseaux sociaux où les opinions divergent. Certains y voient une privation de liberté pendant que d'autres y perçoivent une possibilité d'un retour à une vie normale. Comment devons-nous analyser ces différentes réactions? Quel rôle joue Internet dans ce genre de débat parfois agité? Pour en parler, nous avons contacté Guillaume Grignard. Il est docteur en sciences politiques, chargé d'enseignement à l'Université catholique de Lille-Espol. Bonsoir Guillaume Grignard. Bonsoir. Avec le développement des réseaux sociaux, on a l'impression qu'Internet a libéré la parole, que c'est devenu un nouveau moyen de donner son opinion, une nouvelle liberté d'expression. Est-ce le cas? Oui et non, c'est vrai qu'on aime beaucoup détester les réseaux sociaux en ce moment. On oublie un petit peu aussi tous les aspects bénéfiques qu'on a pu rencontrer par le passé. On peut penser à Black Lives Matter, à MeToo, ou même encore un peu plus longtemps les printemps arabes, en fait, qui ont été rendus possibles, notamment par cela. Donc c'est vrai qu'on aime beaucoup critiquer les réseaux sociaux en oubliant toute la diversité en fait qui s'y passe. Et si vous prenez les printemps arabes, vous voyez effectivement que ce mouvement existe depuis maintenant un petit moment. Ou alors on va prendre l'exemple concret ce soir des mesures annoncées par le président français Emmanuel Macron sur le pass sanitaire. En top tweet, lundi soir, aux côtés du hashtag pass sanitaire, on pouvait retrouver le hashtag Corée du Nord, dictature, Shoah, principalement des avis négatifs. Est-ce que l'on peut considérer ces réactions comme un avis majoritaire de la population ? Non, certainement pas. C'est tout le piège un petit peu, c'est qu'on a un espace virtuel qui donne un peu une illusion de réalité, mais qui n'a aucune réalité sociologique. Je crois qu'il faut savoir deux choses avec les réseaux sociaux, c'est que d'une part, on a tendance à réagir sur les propos les plus chocs et les plus importants, d'où l'idée d'avoir des hashtags qui ont un caractère dramaturgique très fort. Et d'autre part, on a aussi tendance à réagir au même type d'hashtags qui nous font réagir d'habitude. Et donc, par le mécanisme de l'algorithme, en fait, on est toujours confronté au même type d'opinion. Et donc, ça, c'est une mécanique vraiment très particulière des réseaux sociaux qui ne doit pas nous laisser dans l'illusion parce que ça n'a pas de réalité sociologique pour le peuple français, en tout cas. Oui, vous parlez de démocratie algorithmique, c'est ça? Qu'est-ce que l'on doit comprendre à travers ces deux mots? Donc, effectivement, la démocratie algorithmique, c'est un des gros problèmes qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est que nous voyons en fait une certaine information et nous ne voyons pas tout. Nous voyons en fait, certainement sur Facebook notamment, mais nous voyons les informations qui nous font réagir, soit de manière très positive, soit très négative.
Mais donc on voit des informations qui sont polarisantes et on voit aussi des informations qui sont un petit peu toujours partagées par le même cercle. Donc un des risques qu'il y a quand on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, c'est d'être isolé en fait parce qu'on n'est plus confronté à une diversité de points de vue. Oui, on est sous une bulle. Absolument, c'est ça, c'est une bulle algorithmique. Et donc, ça crée vraiment toute une illusion du réel parce qu'on a vraiment le sentiment que partout autour de nous, en fait, on a les mêmes genres d'avis qui circulent, alors que vraiment pas. C'est une illusion de réalité. Oui, d'où le phénomène de la théorie du complot et qui peut se propager assez rapidement. Oui, ça c'est vraiment un exemple tout à fait remarquable, c'est qu'on manque alors de contradictions et que dans nos contacts, par exemple, on pourrait être entouré de complotistes ou être entouré, ce qui est plus mon cas, d'adversaires du complotisme. Et donc, on peut être soit dans un univers qui est extrêmement poujadiste et complotiste, soit au contraire, par exemple, si on revient sous les Gilets jaunes, être entouré d'une série d'acteurs qui vont contester ce mouvement pour toute une série de raisons. Et alors, on va avoir l'impression d'être un petit peu celui qui a le monopole de la vérité et de la légitimité. Et ça, c'est vraiment un gros souci que cette bulle algorithmique nous propose sur les réseaux sociaux. Et comment se prémunir de tout ça? Il faut bien choisir les comptes que l'on suit, les personnes, nos amis également? Alors, il ne faut pas hésiter à faire quelques astuces et en fait à fausser soi-même son algorithme. C'est très simple. On peut sélectionner dans ses amis Facebook ou dans ses comptes qu'on suit sur d'autres réseaux sociaux, il y a des personnes qu'on suit beaucoup moins et liker en fait leurs posts, certains de leurs posts ou changer notre façon en fait d'interagir. Et le réseau social va alors montrer lui-même autre chose. Donc, on peut en fait en étant conscient en fait de comment le réseau social construit cela, casser cette bulle et la personnaliser davantage. Alors ce phénomène est très présent en Europe, mais si on se dirige vers l'Asie, ce sont des choses que nous ne pourrions pas voir. Certainement en France, on a une façon de faire appel à la censure pour tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que cet abus de langage en fait nous fait perdre en information sur le régime dans lequel on vit, puisque non, ce n'est pas la Shoah, non, ce n'est pas la Corée du Nord. On peut ne pas être d'accord en démocratie et avoir le droit de s'exprimer. La démocratie, ce n'est pas que toutes mes opinions se retrouvent au pouvoir. Donc c'est tout à fait possible qu'un gouvernement légitimement élu, c'est le cas du gouvernement Macron, prenne des décisions contre notre volonté. Nous avons le droit de les exprimer, mais le droit de les exprimer, ça ne veut pas dire que nous devons avoir raison sans arrêt. Ça, c'est un petit peu une démocratie mature qui commence de plus en plus à s'installer. Et je pense que la crise du Covid a rendu très visible cela, si on compare à cela à la résilience des démocraties asiatiques. Là, je ne parle plus de la Chine, mais du Japon, de la Corée du Sud, qui a vraiment tenu une discipline sociale pendant cette pandémie de manière beaucoup plus forte qu'en Belgique, dans mon cas, ou en France, et où là, la question du port du masque, par exemple, n'est même pas un débat. Oui, on a l'impression que c'est une concentration d'avis négatifs et que finalement, on voit très peu d'avis positifs. Mais on voit surtout très peu d'avis modérés, en fait. Et c'est ça le problème un peu sur la toile, c'est que si vous avez un avis modéré, il n'est pas repris en fait dans tous ces flux. Et effectivement, je pense que les réseaux sociaux peuvent permettre facilement un déversoir comme ça de mécontentement. Et en même temps, on peut comprendre légitimement ce mécontentement. Et l'idée, c'est aussi de se dire que ce n'est pas parce qu'on exprime un mécontentement légitime qu'on doit forcément être entendu. La démocratie, ce n'est pas que mon point de vue soit au pouvoir. C'est aussi respecter un rapport de force, avoir le droit de contester cela. On peut par exemple manifester ou de faire une demande légale de manifestation contre les mesures du gouvernement Macron. Cette manifestation est légale, est autorisée. Cette manifestation ne signifie pas que mon idée ira au pouvoir. Le fait que moi, je veux être au pouvoir, ça ne peut pas être une définition essentialisante de la démocratie. Eh bien, merci infiniment, Guillaume Grignard, d'avoir été avec nous ce soir pour nous apporter votre éclairage sur ce dossier. Merci. Je vous remercie pour votre invitation. Un point à présent sur l'actualité en principauté avec vous, Alexandra Pagny. Bonsoir Alexandra. Monaco a rappelé hier son adhésion à l'initiative COVAX. Bonsoir Émilie, ce sont effectivement 15 600 doses qui seront distribuées par Monaco dans le cadre de COVAX. Cette initiative lancée par l'OMS est co-dirigée par l'organisation Gavi, l'Alliance du vaccin et la coalition CEPI, a pour objectif d'accélérer le développement du vaccin contre la Covid-19 et de garantir une répartition
équitable des doses à travers le monde et aider les pays ayant des difficultés à s'approvisionner. La principauté avait signé cet accord d'achat de doses de vaccins le 9 octobre dernier. Ces doses seront remises à l'Organisation mondiale pour la santé qui aura la responsabilité de les distribuer de manière équitable. Merci Alexandra. Direction l'Italie pour poursuivre ce journal où le Monaco Economic Board vient d'effectuer une mission économique à Florence. Entrepreneurs monégasques et italiens ont pu échanger via des rendez-vous B2B. L'occasion de se familiariser avec les spécificités économiques florentines portées notamment sur un fort désir d'innovation. Vanessa Dessy, vous êtes sur place avec Alexandra Marangoni. Et oui, berceau de la Renaissance italienne, Florence est universellement reconnue comme l'une des plus belles villes au monde grâce à ses nombreux monuments et musées. Cette ville est aujourd'hui un grand centre culturel et touristique. Inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO au titre du centre historique de Florence, la ville présente une richesse artistique exceptionnelle avec ses églises, musées et palais. C'est dans ce cadre que les entrepreneurs monégasques ont pu se retrouver afin d'élargir leur réseau et de tisser des liens avec de futurs partenaires italiens. Certainement, je pense que l'Italie est un pays européen traditionnel que tout le monde connaît, qui a une forte économie, qui est partout dans le monde, qui sait exporter des marques, des entreprises familiales, un peu comme nous quelque part. On pourrait justement tisser des liens, partager ses expériences de famille, de croissance, d'entreprise, d'exploitation d'une opération et aider l'un l'autre. Le but de cette mission, bien entendu, c'est de faire rayonner la principauté à l'international. Comme vous le savez, on est avec le gouvernement Princi, on est leur partenaire dans la transition énergétique, notamment partager les innovations et nos pratiques à la SMEG. Et peut-être qu'on découvrait une pépite dans laquelle investir ou alors ou tout simplement collaborer avec eux. Le digital n'a pas de frontières, le storytelling non plus. Et il faut justement construire des ponts à l'international. Et puis, si on peut amener la Dolce Vita italienne dans la vie digitale, alors il faut le faire avec les Italiens. L'Italie joue un rôle de premier partenaire commercial en principauté. Cette rencontre aura été l'occasion d'échanger sur les différents axes de coopération future. Siamo costruttori di software. L'obiettivo è quello di vedere se all'interno dell'offerta che abbiamo dei tavoli sui quali abbiamo potuto sedere e confrontarci ci sono o c'erano delle proposte sia per il mondo dell'informatica ma anche quello dei servizi per allargare un po' le nostre possibilità e su Monte Carlo e eventualmente anche da Monte Carlo sulla Francia. Siamo specializzati in libri illustrati e poi un'altra divisione nostra è la capacità di fare libri per grandi collezionisti, grandi fondazioni. Per noi è interessante un mercato come quello del Principato di Monaco perché ovviamente la clientela che abbiamo noi è una clientela di alto livello economico, sono grandi collezionisti, ripeto, che hanno grandissime disponibilità e è ovvio pensare che nel Principato di Monaco possono risiedere molti di nostri spérabili, probabili futuri clienti. Le bilan de cette nouvelle mission économique italienne est des plus positifs pour le Monaco Economic Board. Pour les membres du MEB, c'est une opportunité formidable parce qu'il faut quand même penser que Monaco bénéficie d'une cote de confiance absolument inouïe en Italie. On a une réputation à entretenir et qui est tout à fait honorable. Donc on a une chance folle d'avoir nos amis italiens, pas loin, qui sont en plein redémarrage économique et qui sollicitent des rendez-vous avec des gens de Monaco, avec des entreprises de Monaco, notamment pour tout ce qui est technologie, start-up, etc. Donc on est pratiquement, je dirais, au cœur d'un redémarrage qui va commencer par l'Italie. Prochain rendez-vous pour le Monaco Economic Board à Anvers le 29 septembre. Une mission qui sera essentiellement tournée vers le domaine de la bijouterie, mais aussi bancaire et portuaire. Et nous reviendrons sur la suite de cette mission économique à Florence dans notre édition de demain. Retour en principauté, c'est aujourd'hui que l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a dévoilé le programme de sa saison 2021-2022. Après une année chamboulée par la crise sanitaire, la culture ne s'est jamais essoufflée en principauté. Et l'OPMC propose une nouvelle fois des événements prestigieux, comme va pouvoir nous le confier la violoniste Zhang Zhang qui est avec nous ce soir. Bonsoir Zhang Zhang.
Bonsoir. C'est une saison palpitante qui s'annonce, la saison de l'après-Covid qui promet de belles choses pour la culture en principauté. Je suis vraiment émue et touchée et aussi, ravie de découvrir ces programmes non seulement importants, mais aussi très très intéressants. C'est reparti comme avant? Vous allez pouvoir repartir en tournée? Nous n'avons pas beaucoup de tournées encore cette année. Je pense que parce que certains pays, ils ont encore des consignes très strictes liées avec le Covid. Mais on va voyager un peu en Europe. Alors la saison dernière, l'orchestre a pu assurer la quasi-totalité de ses représentations. C'était une chance inouïe. Je crois que pendant un certain moment, nous sommes le seul orchestre symphonique dans le monde qui a joué des concerts symphoniques pour les publics live. Je pense que ça, c'est aussi un témoignage de comment la principauté de Monaco a géré ces pandémies globales. Nous étions été exemplaires à Monaco. Je pense que nous avons eu la chance d'être artistes, musiciens à Monaco. Ça a été un nouveau quotidien à mettre en place. Comment les musiciens se sont adaptés aux mesures sanitaires? Je pense que tous les artistes musiciens sont très vite adaptés à toutes les consignes qu'ils nous avaient données parce que nous avons compris que c'était nécessaire et que c'était important que nous sommes là sur la scène chaque semaine pour partager notre musique avec un public qui sont là, qui a aussi été très respectueux par rapport aux barrières, par rapport à toutes les consignes. Je pense que ça aussi, c'est un témoignage les gens de Monaco et aussi dans l'environnement de Monaco qui sont venus nous soutenir chaque semaine. Et en plus, on travaillait avec le Ballet de Monte Carlo, l'Opéra de Monte Carlo. Moi, j'étais vraiment très touchée et impressionnée par l'organisation, le professionnalisme et aussi la bienveillance de toutes les équipes, de tous nos dirigeants, pour ensemble d'artistes, de musiciens, non seulement dans le monde classique, partout dans le monde. Place donc à une nouvelle saison. Didier de Cotigny, le délégué artistique de l'OPMC, nous la détaille et on se retrouve juste après Zang Zang, si vous le voulez bien. Le thème de la saison, c'est au cœur de la musique. Donc, on essaye d'aller au cœur de la musique et d'offrir une palette d'œuvres et de musique qui donne envie à tout le monde, avec des œuvres très connues que les gens ont envie d'écouter, de réécouter, et puis de faire découvrir aussi d'autres œuvres, et d'avoir un panachage d'artistes que tout le monde veut voir ou entendre ou découvrir. Mais c'est toujours de procurer de la joie et de procurer du plaisir et d'attirer le maximum de personnes et d'essayer non seulement de les attirer, mais c'est de les garder et de voir que ce qu'on fait c'est important et que ça apporte énormément de choses et que donner envie aux gens de reprendre le chemin de l'auditorium et des concerts. Zang Zang, quel regard portez-vous sur cette nouvelle saison? De grands rendez-vous sont annoncés. L'OPMC s'associe d'ailleurs aux commémorations du centenaire de la disparition du prince Albert Ier. Je trouve que c'est un sujet passionnant parce que j'ai découvert par M. de Cotigny qu'il y a toute cette histoire. Je ne savais pas, j'ai connu le prince Albert Ier comme un explorateur, un scientifique et, si on peut dire, un des premiers écologistes qui se soucie de biodiversité, qui se soucie de climat, de changement. Mais je ne savais pas qu'il était aussi passionné par la musique. Surtout, il a commandé des musiques, les grands compositeurs de ces époques. Ça, c'est la première fois que j'ai découvert ça. Donc, pour moi, c'est vraiment intéressant. Mozart, Beethoven aussi à l'honneur? Oui, Mozart et Beethoven, comme M. de Cotigny a dit, ça c'est la base. Ça c'est c'est pour l'orchestre symphonique et même pour les musiciens individuels, ça c'est vraiment l'essentiel. Donc c'est très bien de retourner sur notre origine. Je trouve qu'artistiquement parlant, c'est vraiment intéressant. Alors en attendant cette nouvelle saison qui débutera en septembre, on vous retrouve au concert d'été, au Palais Princier. C'est un lieu unique pour se produire. Ah, c'est toujours un plaisir et c'est toujours avec grande fierté que l'ensemble d'artistes musiciens de OPMC se trouvait chaque année en l'été au cours de Palais Princier. D'ailleurs, c'est pour nous, c'est toujours quelque chose de, si je peux dire, de sublime.
Eh bien, merci beaucoup Zhang Zhang d'avoir été avec nous ce soir pour nous présenter la nouvelle saison de l'OPMC. Merci beaucoup. On reste dans le domaine de la culture avec les ballets de Monte-Carlo. Nous en parlions avec leur directeur chorégraphe en début de semaine. La compagnie est de retour sur scène. Elle présente une première série de spectacles au Grimaldi Forum. Le reportage de José Sacré et Orazio Gadino. L'été danse au Grimaldi Forum grâce à 2 séries de spectacles proposés par les ballets de Monte-Carlo du 15 au 24 juillet. Pour les spectacles du 15 au 17 juillet, Jean-Christophe Maillot a laissé carte blanche à 2 jeunes chorégraphes issus de la compagnie, Julien Guérin et Mimosa Koike. Mimosa Koike qui signe la chorégraphie de Tsunagu. Tsunagu, ça veut dire aussi lié, transmission, interconnexion, c'est de connexion. Et donc cette pièce, c'est le cercle de la vie. Et aussi de trouver aussi de poésie et de la joie, des petites choses qu'on a tous les jours, mais de mettre ça en scène avec le poésie. J'ai fait aussi un petit clin d'œil pour Jean-Christophe par rapport à les costumes. Quand on a 60 ans au Japon, on porte quelque chose de rouge. Dans la pièce, il y a un mélange de rouge et bleu. Et donc, plus on prend l'âge, les danseurs qui sont sur scène, qui ont plus de rouge. Comme ça, il y a eu un petit clin d'œil pour Jean-Christophe. Julien Guérin a dansé pendant 12 ans avec la compagnie des ballets de Monte-Carlo jusqu'en 2019. Il revient pour l'été danse avec une création, Le Temps de tendre, sur des musiques de Vivaldi. Il y a une idée du temps qui passe, donc les saisons que j'ai fait errer avec les danseurs. Et il y a un voyageur, un itinérant qui part à travers les saisons. Ces danseurs expriment des chimères et en même temps vont exprimer pouvoir les sentiments amoureux. La carte dessine un parcours de découverte de comment trouver l'âme sœur, trouver l'amour, et je trouvais que c'était un joli thème par rapport à l'idée d'anniversaire de Jean-Christophe. Fruit de la politique menée depuis plus de 30 ans par Jean-Christophe Maillot visant à faire émerger de nouveaux talents de chorégraphe au sein de sa compagnie, Tsunagu de Mimosa Koike et Le Temps du tendre de Julien Guérin sont à voir absolument. Autre temps fort en principauté, le concert d'été de la Croix-Rouge monégasque. Il aura lieu demain soir, place du Casino. Alors vous l'imaginez, cette place mythique doit être aménagée pour accueillir cet événement. Sandrine Nègre et Alexandra Marangoni se sont rendues sur place. Il s'agit d'une première pour la Croix-Rouge monégasque, un concert place du Casino avec Jamie Cullum. Pour ce concert d'été, une logistique précise a vu le jour, aussi bien du côté de la Croix-Rouge monégasque que de la SBM. Équipe artistique, technique et de banquet. Depuis plusieurs jours, elles sont à pied d'œuvre pour que tout soit prêt le jour J, afin de proposer cette soirée inédite. Nous devions faire le gala avec Céline Dion déjà en 2020. Malheureusement, ça a été une année blanche pour nous. Et le gala a dû être annulé. Donc on retrouve ce cadre prestigieux, cette place rénovée, piétonne, et qui va constituer un cadre magnifique et exceptionnel pour le concert, pour le public et pour notre événement. Tout comme le gala de la Croix-Rouge monégasque au sein de la Salle des Étoiles, au-delà de son aspect artistique et musical, ce rendez-vous estival a un objectif caritatif. Pour nous, c'est un événement tout à fait essentiel. Le gala de la Croix-Rouge effectivement est une grande contribution pour le soutien, pour la réalisation de nos actions, à la fois sur le plan humanitaire et sur le plan social. Et je dois vous avouer que le fait d'avoir dû annuler notre gala l'année dernière a été pour nous une grande difficulté. On va avoir à la fois 350 convives qui vont se trouver dans le Café de Paris autour d'un cocktail dînatoire. Et ces 300 convives sont des donateurs et partenaires de la Croix-Rouge que nous souhaitons remercier parce que par leur générosité, leur soutien et leur présence à nos côtés, ils nous aident énormément. Également 50 bénévoles qui vont participer au concert avec les autres spectateurs et le public qui a pu réserver des billets et qui ont été pendant la période du Covid d'un engagement exceptionnel. Et au cours de cette soirée, 2 œuvres spécialement créées sur le thème de la Croix-Rouge seront offertes par l'artiste Laurence Jenkel et le photographe Nick Danzinger. Et nous reviendrons bien évidemment sur cet événement dans notre édition de samedi. On retrouve Alexandra Pani pour parler culture toujours. La direction des affaires culturelles a célébré la saison estivale du Fort Antoine hier soir.
Oui, il s'agissait d'une fête privée pour remercier l'ensemble des personnes qui œuvrent au bon fonctionnement de la saison estivale du Fort Antoine. Au programme de cette soirée, 2 groupes se sont succédés sur scène, Mr Noise et Call Me Winston, avec un tribut à Quentin Tarantino. Environnement avec ce nouveau prix créé par la Blue Climate Initiative, relayé par la Fondation Prince Albert II de Monaco. Un nouveau prix de l'innovation pour la sauvegarde des océans est à présent ouvert à candidature. L'ambition de ce prix est de stimuler la recherche, l'innovation et la collaboration pour lutter contre les changements climatiques et protéger les océans. Pour toutes les personnes qui souhaitent soumettre un projet pour le Ocean Innovation Prize, vous avez jusqu'au 15 septembre en postulant sur le site internet blueclimateinitiative.org. Et puis du sport, l'équipe de la Roca Team pour la saison 2021-2022 continue de se dessiner, Alexandra. Oui, il s'agit d'une confirmation. Rudy de Maïs Balou prolonge pour une nouvelle saison avec Monaco. L'arrière international français a su convaincre le coach Mitrovic. À seulement 19 ans, il avait d'ailleurs débuté dans le 5 majeur des 2 manches de finale d'Eurocup face à Kazan. Un espoir à suivre pour cette nouvelle saison. Annonce en série pour la Roca Team et restez connectés. D'autres noms devraient être annoncés dans les jours qui viennent. Un dernier mot, Alexandra, sur les prévisions météo. Quel temps est prévu pour la journée de demain et le concert d'été de la Croix-Rouge monégasque? Il faudra s'attendre à un temps très mitigé pour cette journée du 16 juillet. Des orages et des averses sont attendus dans l'après-midi. Le ciel devrait toutefois s'éclaircir dans la soirée. Les températures seront de saison avec 19 degrés d'annoncés pour la matinée et 25 pour l'après-midi. Notez qu'en ce 16 juillet, nous célébrons Notre-Dame du Mont-Carmel et nous souhaitons donc une bonne fête à toutes les Carmènes. Merci Alexandra et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Nous vous en parlions tout à l'heure, le grand rendez-vous annuel de la Croix-Rouge monégasque a imaginé cette année une formule inédite en plein air. Notre photographe Manuel Vitali vous plonge ce soir dans les ultimes préparatifs. Et puis n'oubliez pas, l'info continue sur nos réseaux sociaux et notre site internet. À demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Très belle soirée à tous.